Alors, dans une première partie, on va soutenir la thèse suivante. La loi ne peut être injuste si elle est équitable. Grand A, traduire le droit naturel en droit positif. Alors, on va s'intéresser au terme de loi de la nature. Ce concept, il peut prendre trois sens. Le premier sens, c'est celui qu'on va évoquer surtout en philosophie des sciences. On va appeler loi de la nature l'ensemble des régularités que l'on peut observer dans le monde, autrement dit les lois physiques. Par exemple, la Terre fait un tour complet sur elle-même en 24 heures, c'est une loi de la nature. Ensuite, au sens de la philosophie politique, une loi de la nature, c'est tout ce que l'homme peut librement faire à l'état de nature, c'est-à-dire avant qu'il ne se mette à vivre en société. Je vous renvoie à tout ce qu'on a déjà vu sur Hobbes et Rousseau, à la fois dans le chapitre sur la liberté et surtout dans le chapitre sur l'État. Et enfin, le sens nouveau qu'on découvre dans ce chapitre, c'est que la loi de la nature, ça désigne au sens moral la loi qui nous est donnée par nos sentiments, ce qui nous permet de savoir spontanément si une situation est juste ou injuste. Je poursuis le rappel de ce qu'on avait déjà vu dans le chapitre sur l'État. En théorie, les hommes disposent des mêmes droits naturels, c'est-à-dire qu'à l'état de nature, normalement, chacun est libre de faire absolument tout ce qu'il veut, absolument tout ce qui lui plaît. Mais dans la pratique, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, puisqu'il y a des inégalités de capacité. C'est-à-dire que par exemple, mon voisin est beaucoup plus fort que moi et il va être capable, je sais pas moi, de faire tomber un arbre. Alors que moi, je peux peut-être être beaucoup plus agile et je vais être capable de grimper plus haut dans l'arbre. Donc tout ça, ça fait que les hommes ne sont pas véritablement égaux à l'état de nature. Et donc pour rétablir cette inégalité naturelle, cette inégalité des capacités si vous préférez, on va instaurer des lois positives, donc je rappelle que ce sont des lois écrites, afin que chacun soit en sécurité et qu'il puisse jouir des mêmes droits que les autres. Je vous renvoie au passage sur Hobbes dans le chapitre sur l'État pour le détail de ce point. Grand B, les lois ont-elles un fondement universel? Et là, nous allons, une fois n'est pas coutume, nous appuyer sur notre très cher Aristote qui a aussi parlé de philosophie morale dans son ouvrage L'éthique à Nicomaque. Selon Aristote, tous les hommes possèdent le sentiment de justice. Tous les hommes savent au fond d'eux-mêmes ce qui est bien, mal, juste, injuste, et c'est ce qui leur permet de bien agir. Et deuxième thèse importante d'Aristote, c'est que ce sentiment de justice est universel, c'est-à-dire qu'il est le même pour absolument tout le monde. Donc pour Aristote, si je simplifie, il n'est pas bien compliqué de faire des lois, il suffit simplement de traduire avec des mots, d'exprimer avec des mots ce que l'on ressent naturellement, puisque ce que l'on ressent est le même pour tout le monde, selon Aristote. La limite de la thèse d'Aristote est très facile à voir. En effet, si la justice était véritablement un sentiment universel, c'est-à-dire, je rappelle, partagé par tous et de tout temps, et si la loi écrite n'était véritablement qu'une traduction de ce sentiment universel, comment expliquer alors qu'il y ait des lois différentes dans les pays, par exemple selon la peine de mort, vous savez que certains pays l'autorisent et d'autres non, pareil pour le mariage homosexuel, et on pourrait multiplier les exemples à l'infini. De plus, si ce sentiment était universel, je rappelle qu'il serait valable de tout temps. Donc ça voudrait dire que les lois seraient dès le début, dès la création de l'État, justes, elles n'évolueraient pas, ce qui est contradictoire avec ce qu'on constate dans la réalité. Montaigne, philosophe français du XVIe siècle, va ainsi critiquer l'idée d'Aristote. La loi ne peut pas être la traduction d'un sentiment universel, puisque la loi positive n'est pas universelle. Elle dépend de l'époque et du peuple. Montaigne nous donne un exemple très simple pour illustrer cela. C'est l'exemple du vol à Lacédémone. Lacédémone, c'est en Grèce, on la connaît aujourd'hui sous le nom de Sparte. On pourrait croire que le fait de dérober des objets est moralement condamné de façon universelle dans le monde entier. Sauf que Montaigne nous explique que, à Sparte, au contraire, le vol est encouragé parce qu'il incite les citoyens à faire attention à leurs affaires.
à tel point que, au cours de leur service militaire, les jeunes voient leur ration de nourriture volontairement réduite. Et en fait, on leur donnait pas suffisamment à manger exprès pour qu'ils aillent voler. Ça faisait partie de leur éducation. Et si jamais ils se faisaient prendre, si jamais on voyait qu'ils étaient en train de voler, ils se faisaient punir, non pas pour avoir volé, mais pour ne pas avoir assez bien volé, pour s'être fait pincer, si vous préférez. La conclusion de Montaigne, c'est qu'une loi positive, ce n'est qu'une convention établie par un souverain pour correspondre plus ou moins aux mœurs de son peuple. Donc cette loi, elle ne fait pas forcément l'unanimité au sein du peuple et elle relève parfois d'un décret arbitraire. Par exemple, l'interdiction d'enterrer Polynice par crayon, c'est une loi complètement arbitraire. Et donc il en résulte que les lois n'ont pas un fondement universel et il est possible que parfois elles soient injustes, même si le souverain essaye de coller à la vie générale du peuple. Dans le grand C, on va se poser la question, l'inégalité peut-elle être juste? Alors, cette question, elle peut paraître étrange, contradictoire, sauf qu'en fait, on va se fonder sur un nouveau sens du mot juste. Juste, au sens littéral, c'est ce qui est équitablement réparti. Donc, en un sens, la loi, elle est toujours juste, puisque c'est toujours la même loi qui s'applique à tout le monde. Il y a une égalité des personnes face à la loi. On peut alors se demander s'il suffit, quand on a une loi, de l'appliquer rigoureusement, à quoi ça sert de faire des procès et à quoi ça sert d'avoir tout un appareil judiciaire et des tribunaux. On pourrait avoir une justice très simple qui dit que pour un meurtre, on a 25 ans de prison, je dis n'importe quoi, et à chaque fois que quelqu'un commet un meurtre, eh bien, on lui donne une peine de 25 ans de prison sans réfléchir et puis point barre. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas aussi simple et pourquoi est-ce qu'on n'applique pas, j'ai envie de dire bêtement, le code pénal? C'est parce que les situations réelles sont toujours bien plus complexes que ce qui est écrit dans la loi. La justice, elle est donc là pour faire jurisprudence. La jurisprudence, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'appliquer les textes de loi tout en maintenant une variable d'ajustement pour parvenir à la sanction la plus juste compte tenu des éléments circonstanciés dont on dispose. Par exemple, on ne va pas punir de la même manière un crime de légitime défense. Donc je rappelle qu'un crime de légitime défense, c'est quand vous tuez une personne mais qui était en train de vous attaquer et en gros c'était soit elle, soit vous. On va pas punir de la même manière ce crime de légitime défense et un crime prémédité. Alors que du point de vue des faits, c'est la même chose. Il y a quelqu'un qui est décédé et vous l'avez tué. Mais les circonstances justifient que la peine ne soit pas identique. Donc, le système judiciaire assume le fait que ce n'est pas rigoureusement la même loi qui est appliquée à tous. Ce n'est pas rigoureusement le code pénal qui est appliqué. Simplement, la loi, elle est là pour donner un cadre à partir duquel on ajuste selon le sentiment de justice. Sauf que ça pose problème. Précisément parce que d'abord, on a vu que ce sentiment de justice, il n'était pas universel. Et ensuite, deuxième problème, ça veut dire que la loi n'est pas appliquée de la même manière à tous, elle est ajustée selon un sentiment qui n'est pas universel. Donc est-ce qu'on est obligé d'en arriver à la conclusion selon laquelle nos lois sont terriblement injustes? En réalité, il faut distinguer deux choses, l'égalité et l'équité. Au sens strict, l'égalité, elle veut que l'on considère deux personnes comme exactement identiques et qu'on leur accorde la même chose. Le problème, c'est qu'à l'origine, deux personnes ne sont jamais identiques. On a déjà vu par exemple que deux personnes n'ont jamais les mêmes capacités physiques à la base, ou alors deux personnes ne sont jamais issues du même milieu social. Donc si je reprends les termes de Bourdieu, elles n'ont pas le même capital symbolique de départ. C'est là qu'intervient l'équité. En fait, elle a pour but de gommer les inégalités en accordant plus à certaines personnes et moins à d'autres pour qu'au final, tout le monde ait la même chose.
Prenez l'exemple des quotas, par exemple dans Parcoursup, on applique une discrimination positive en exigeant que par exemple dans telle formation, il y ait 30% de boursiers. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'un élève issu d'un milieu défavorisé va moins demander cette formation, va être moins en condition de l'obtenir dans une concurrence égale, et donc on réserve 30% des places aux boursiers. Ce qui fait qu'un élève boursier, avec une moyenne légèrement inférieure à celle d'un élève non boursier, va pouvoir accéder à la formation alors que l'élève non boursier sera recalé. Donc c'est une situation qui est inégale, mais qui vise à rétablir l'équité. Alors je vous propose de regarder ce dessin un petit peu humoristique, mais qui illustre très bien la différence entre égalité et équité. Sur la gauche, vous avez une situation d'égalité. On a donné à chacun des personnages une caisse de bois pour qu'ils puissent mieux voir le match de baseball. Sauf que du coup, bah forcément, la personne de petite taille ne voit pas puisqu'elle est trop petite pour voir par-dessus la barrière. Alors que dans la situation de droite, on a une situation d'équité, c'est-à-dire qu'on donne à chacun en fonction de ses besoins pour compenser l'inégalité naturelle. On voit que la grande personne n'a pas besoin d'être plus haute et ainsi chacun peut voir le match. On arrive à la fin de cette première partie. La loi peut donc introduire une inégalité en donnant à certains plus qu'à d'autres, mais le but est ainsi de rétablir l'équité. Néanmoins, parce que les lois et l'institution judiciaire qui les ajustent sont fondées toutes les deux sur un sentiment de justice qui n'est pas universel, certaines lois peuvent nous apparaître injustes. A-t-on alors le devoir d'y désobéir? Et c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie.